Sophie Coignard, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre avec Romain Gubert qui a pour titre « Ça tiendra bien jusqu'en 2017 » aux éditions Albin Michel. Alors autant dire que, évidemment, 2017, c'est l'échéance. Tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de 2017 depuis un certain temps en France. Vous avez publié un très grand nombre de livres à succès. Vous avez publié L'oligarchie des incapables avec Romain Gubert. Vous êtes tous les deux journalistes au Point. Oui. Et vous avez aussi publié d'autres livres qui ont rencontré aussi pas mal de succès. Cette fois-ci, eh bien, vous vous êtes intéressé au pouvoir actuel. Et vous arrivez avec ce titre qui est un titre ambigu, je dirais quand même. Il est à la fois ambigu et très clair. Les gens le comprennent assez bien, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est une phrase, elle est entre guillemets. C'est une phrase de François Hollande. Alors, pour tout vous dire, il ne nous l'a pas dit en personne, car nous lui avons demandé rendez-vous. Il n'a pas eu le temps de nous recevoir. Mais il le dit souvent. Dans son entourage, proche ou plus lointain, pour rassurer. Vous savez qu'il est quand même assailli de gens inquiets, notamment les frondeurs ou les gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec sa nouvelle politique, etc. Et l'idée, c'est de dire que tout va bien aller. Et il faut reconnaître que ce n'est pas une spécialité hollandaise, si je puis dire, puisque avant lui, Jacques Chirac, il y a maintenant 10 ans, par exemple, répond à son ministre des Finances et de l'Économie, Francis Maire, qui est un homme de la société civile, qui s'aperçoit que la dette met terriblement en péril l'avenir des générations jeunes. Et donc, il demande audience au président de la République, lequel le reçoit fort aimablement, jusqu'au moment où il comprend l'objet de cette visite. Et Jacques Chirac lui dit, exaspéré, « Écoutez, maire, ça fait 30 ans qu'on se débrouille comme ça peut quand même durer encore un peu. » C'était par exemple Elisabeth Guigou, quand elle est ministre des Affaires sociales, qui visite la Caisse nationale d'assurance maladie et qui dit à son directeur général, on est à 8 mois des élections, et elle lui dit, bon alors... il n'y a plus que 8 mois à tenir. Sous-entendu, le déficit peut se creuser encore un peu, mais surtout, ne faisons pas de vagues. N'essayons surtout pas de réduire le déficit. Ça pourrait, fâcher un certain nombre de corporations. Mais tout ça, c'est une enquête. Ces mots ont été dits. Bien sûr. On ne pourrait pas les publier s'ils n'avaient pas été dits. Alors, dans votre livre, vous estimez qu'il y a un certain nombre... la France est gouvernée par des apprentis. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que le gouvernement Hollande, c'est ce que vous soulignez. Tout à fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un jeu de mots, un gouvernement d'apprentis, parce que, comme vous l'avez vu encore il y a quelques jours, le président de la République, quand il annonce son grand plan pour l'emploi, met l'accent sur la nécessité de développer l'apprentissage. Alors, c'est une petite fable, cette histoire de l'apprentissage, malheureusement bien réelle, parce qu'il se trouve qu'au début de son quinquennat, son Premier ministre Jean-Marc Ayrault se vante de faire des économies. Sur quoi? Sur le dos de qui va-t-il faire des économies? Eh bien, des apprentis et des entreprises qui en emploient. Donc, il supprime un certain nombre d'aides à l'apprentissage. Ce qui montre qu'il ne regarde pas trop, même vers les pays qu'il aime, comme l'Allemagne, puisqu'en Allemagne, il y a entre 4 et 5 fois plus d'apprentis qu'en France. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'apprentissage dégringole. Et comme vous le savez, c'est la meilleure façon de pouvoir faire accéder les jeunes au marché du travail. Et donc, que se passe-t-il? Le nombre d'apprentis baisse de 14% en un an, ce qui est absolument énorme. Entre-temps, Jean-Marc Ayrault s'en va, Manuel Valls arrive comme Premier ministre, et il annonce à la fin de la grande conférence sociale de juillet 2014... quelque chose de vraiment fracassant qu'il présente comme tel. C'est vraiment des aides fulgurantes à l'apprentissage qui consistent juste à restaurer ce qui a été supprimé par son prédécesseur. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agisse ni d'une réforme, ni d'une innovation. Il s'agit juste d'une restauration après une grosse boulette. Voilà pourquoi on a parlé de gouvernement d'apprentis. Vous écrivez à un moment dans votre livre qu'on fabrique des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, par contre, c'est au sens propre. Tous les jours, sur Twitter, le service d'information du gouvernement, où des tas de cerveaux réfléchissent à la façon dont
on peut présenter l'actualité aux Français de manière riante, eh bien, ces gens ont décidé de mettre en ligne une bonne nouvelle sur Twitter. Donc, si vous allez sur Twitter, si vous vous abonnez au compte du service d'information du gouvernement, tous les jours, vous recevrez une bonne nouvelle. La communication joue un rôle important aujourd'hui en politique et particulièrement dans ce gouvernement. Elle en jouait aussi elle en joue auparavant. Bien sûr, elle en joue depuis longtemps. Elle en joue de plus en plus et elle prend de plus en plus le pas sur l'action. C'est-à-dire que pour, en gros, éviter de faire des réformes impopulaires, eh bien, on fait semblant d'en faire. Alors, je vous ai parlé de l'apprentissage, mais la réforme territoriale en est un exemple. Souvenez-vous qu'on devait supprimer les départements. Puis finalement, ça a créé de la grogne chez les élus locaux, chez les présidents justement de conseils généraux qui allaient perdre leur palais doré. Et donc, finalement, non, on ne supprime plus les départements. Enfin, il faut bien faire quelque chose puisqu'on a annoncé une révolution. Alors, que fait-on? Eh bien, on va faire des grandes régions. Et ces grandes régions, on ne sait pas, Manuel Valls et François Hollande ne savent pas combien ils vont en faire jusqu'au moment où il faut vraiment décider, parce qu'il y a une tribune du président de la République qui doit apparaître dans la presse régionale le lendemain. Les journaux bouclent, et donc, au lieu du XXX région qui a été envoyé dans le brouillon, eh bien, il faut décider s'il y en aura 12, 13, 14 ou 15. C'est comme ça que le débat a été tranché. Et on est arrivé effectivement aux chiffres que l'on connaît. Vous parlez dans votre livre de ludification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ce n'est pas moi qui en parle, ce sont toujours les fameux services d'information du gouvernement. L'idée, c'est de rendre, c'est la même chose que les bonnes nouvelles, c'est de rendre la parole publique ludique. Autrement dit, d'essayer de faire que les gens qui n'ont pas, les Français, qui n'ont pas forcément tous les jours de grandes raisons de rire et de s'esclaffer, soient quand même de bonne humeur. Donc, la ludification, ça consiste à donner un aspect ludique, justement, à toutes les annonces. Alors, par exemple, pour défendre l'action gouvernementale, vous pouvez télécharger sur Internet et puis imprimer. Puis ensuite, vous faites un peu de loisirs créatifs, vous collez les cartes, etc. Une espèce de jeu de cartes qui a été créé par les services d'information du gouvernement et où vous avez au recto tous les objets de mécontentement des Français, genre les impôts augmentent trop, on n'est pas en sécurité. Et si vous retournez la carte, eh bien, vous avez la réponse, l'argumentaire officiel qu'on doit répondre aux personnes mécontentes. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, une belle-sœur un peu ronchon sur la sécurité ou un cousin pas content de payer des impôts, eh bien, vous pouvez le remettre ainsi dans le droit chemin de manière ludique. Est-ce que vous pensez que cette communication a véritablement une influence sur les Français? Je ne le pense pas. Je pense qu'elle a une influence de moins en moins grande parce que j'allais dire le vernis craque. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il devient patent justement que cette communication, que ces enluminures remplacent l'action. On raconte de quelle manière les différents ministres du Travail s'échinent à trouver dans les chiffres mensuels du chômage des raisons de se réjouir, emploient pour ça des innovations sémantiques tout à fait considérables, mais les Français savent très bien qu'un chiffre est un chiffre, une statistique, un nombre de chômeurs, et puis ils le vivent eux-mêmes très largement. Tout à l'heure, on parlait de ludification, ou plutôt à l'instant, on parle aussi de bougitude. La bougitude, oui, c'est une invention... les néologismes fleurissent. C'est une invention du ministre Patrick Kanner, qui est d'ailleurs trouvable sur son site. Donc la bougitude, vous avez compris tout seul de quoi il s'agit. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde ait le sentiment que le ministre, et si possible tout le gouvernement, est en mouvement, en action, tous les jours. Mais pourquoi ce livre, Sophie Coignard, avec Romain Gubert? C'est une attaque? Qu'est-ce que vous vouliez faire tous les deux? D'abord, il nous paraît important c'est une enquête, donc il nous paraît important d'expliquer de quelle manière ça se passe en coulisses. La deuxième chose, c'est qu'il nous semble qu'il y a urgence, parce qu'effectivement, ça fait longtemps. Enfin, il serait totalement illusoire de penser que c'est un seul gouvernement ou un seul mandat présidentiel qui a enfanté tout cela. Et la troisième raison, c'est parce qu'on pense c'est pas qu'on le pense, c'est que c'est une évidence qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est de ce point de vue que c'est un message d'espoir, selon nous, parce qu'on a enquêté à l'étranger. On s'est aperçu qu'en Allemagne, un Gerhard Schröder, il y a une décennie, un peu plus, a préféré mettre
son avenir politique en péril pour réformer. Ensuite, on pense qu'on veut de la réforme qu'il a faite, mais pour réformer profondément l'économie allemande. C'est pas le seul pays que vous souhaitez, que Bien vous sûr, citez au d'ailleurs. Canada, Paul Martin, il y a 20 ans, Premier ministre québécois de l'ensemble du Canada, hérite d'une situation économique par rapport à laquelle la situation française est enviable. Un endettement considérable, un déficit budgétaire de près de 10%. Et le Canada va devenir une sorte de, comment vous dire, de subordonné des États-Unis à force de s'affaiblir économiquement. Et Paul Martin décide que c'est fini. Il réunit ses ministres, il leur explique que la moitié des ministères va disparaître, que la moitié qui va rester va devoir faire des économies absolument drastiques, puisqu'il faut commencer, quand on demande des sacrifices, par les faire soi-même. Ensuite, il se met sur les routes du Canada, et comme vous le savez, c'est un grand pays, donc c'était un vaste programme, et il va expliquer plusieurs soirs par semaine, dans des petites salles de petites villes, aux gens, que personne ne sera épargné. C'est-à-dire que tous les gens, chaque citoyen canadien, à commencer par les plus privilégiés, mais tout le monde devra faire un sacrifice, un bout de sacrifice. Et effectivement, en France, quand vous commencez à faire une réforme, vous créez dans la minute qui suit une exemption. Et la manière dont Paul Martin nous a raconté comment il avait fait nous a beaucoup éclairé sur ce que veut dire le courage et la détermination politique. Paul Martin a été réélu ensuite. Donc on n'est pas forcément rejeté par les électeurs quand on prend de telles mesures. Alors, courage et réforme, d'accord. La droite pourrait relever le gant? Écoutez, je ne suis pas devin, donc c'est très compliqué à dire. Mais en tout cas, elle ne l'a pas fait quand elle était au pouvoir. C'est une évidence. Donc, il est impossible de faire un procès d'attention à qui que ce soit sur l'avenir. Mais en ce qui concerne le passé, pas plus la droite que la gauche n'a vraiment pris des mesures à la Paul Martin ou à la Gerhard Schröder, ou même prenez un dirigeant politique européen qui connaît une situation difficile et qui est actuellement au pouvoir, Matteo Renzi. Matteo Renzi, il arrive au pouvoir, il veut montrer sa volonté de réforme. Il explique que maintenant, c'est un peu fini les privilèges, que les voitures de fonction, les grandes berlines, c'est terminé. Une semaine plus tard, les voitures sont en vente. C'est un signe. Je ne dis pas que ça résout, évidemment, les problèmes d'un pays, mais c'est envoyer aux citoyens des signaux qui sont des signaux positifs. Alors, comment changer les choses? Enfin, il faut donc les changer vite et en même temps envoyer ce type de signaux. Si vous voulez, moi je pense que si on prend à la fois ce qu'a fait Paul Martin et ce qu'a accompli Matteo Renzi, qui est au milieu du gué aujourd'hui, vous apercevez qu'il faut à la fois donner des signaux très vite. On sait bien qu'il y a cette histoire de 100 jours en politique qui sont très importants, c'est-à-dire que vous avez au début un état de grâce qui vous permet quand même de faire des choses. Donc, donner des signaux aux Français, c'est sûr, qui sont notamment liés à la fin des privilèges pour les politiques. Enfin, c'est vrai qu'il y a un nombre de parlementaires absolument considérable en France. Vous savez tout ça. Et puis, il faut aussi prendre le temps d'expliquer, mais il faut faire ce qu'on a dit. C'est exactement le théorème de Paul Martin au Canada. Merci beaucoup, Sophie Coignard. Alors, voilà, le titre de votre ouvrage avec Romain Gubert, un livre qui devrait probablement intéresser les Français en ce moment, et puis qui est un livre qui est bien dans l'actualité. Ça tiendra bien jusqu'en 2017, on le verra. Merci. Et un livre publié donc aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Merci.